Bienvenue, Monsieur Amos. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci de me donner cette occasion pour vous faire cette présentation. Bonjour à tous. Bonjour à tous les participants et les participantes. J'espère que ma présentation pourra clarifier le sujet qui est la politique nationale de la Tunisie pour la décarbonisation et la stratégie pour la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris. Je vais partager ma présentation sur l'écran. Donc, je vais parler de principalement 6 points, en commençant par les CDN, des ambitions tunisiennes mises à jour en octobre 2021 pour la Tunisie, et je vais parler également du potentiel d'atténuation en Tunisie. Comme vous le voyez, les CDN sont exprimés en termes d'intensité carbone. Ici, vous voyez ce qui a été élaboré pour la soumission des CDN. Comme vous le savez probablement, il s'agit des scénarios, des différents scénarios par rapport à la situation actuelle. Et nous avons ici les objectifs conditionnels et inconditionnels. L'objectif des CDN tunisiens, c'est d'arriver à une réduction de l'intensité carbone par rapport au niveau de 2010, avec un objectif de 45% qui implique des objectifs conditionnels et inconditionnels. Conditionnels, il s'agit là des objectifs nationaux. Si on convertit l'objectif sur la base des hypothèses du PIB jusqu'à 2030 et qu'on convertisse en tonnes par CO2, nous aurions un objectif de réduction des émissions de 87,5 millions sur la période 2021-2030. Comme je l'ai mentionné, l'objectif inconditionnel de réduction des émissions fait partie de la politique intérieure de la Tunisie et ça n'est pas intégré dans les objectifs de l'article 6. Ce qui est considéré comme potentiel de l'article 6 sont l'objectif conditionnel qui représente 45% de toute la quantité de réduction d'émissions convertie en tonnes par CO2 équivalent. Donc, 55% représente environ 48 équivalents sur la période 2021-2030. Dans la mise à jour, il est mentionné que la Tunisie est prête à s'appuyer sur les approches coopératives pour toutes les sources éligibles au mécanisme de l'article 6, énergie renouvelable, efficacité énergétique, processus industriel, gestion des déchets solides et des eaux usées, etc. Donc, sur toutes les émissions, donc ici, tout ce qui est couvert par l'article 6, particulièrement la partie conditionnelle des objectifs CDN. Il n'y a pas de chiffres sur les objectifs conditionnels qui pourraient ou qui seraient potentiellement développés grâce à l'article 6. L'espoir de la Tunisie, c'est de maximiser cette quantité sur la base du fait que le mécanisme de financement ne sont pas en place réellement. Donc, l'article 6 aiderait à compenser la rareté de financement
qui est actuellement existante. Donc, une partie des objectifs conditionnels seraient potentiellement réalisés grâce au projet de l'article 6. Donc, nous voyons ici sur cette courbe qu'il y a un rythme croissant de maintenant jusqu'à 2030. Donc, la somme serait autour de 80 millions de tonnes équivalent CO2 en termes de réduction des émissions. La Tunisie a pu réaliser une vision par rapport à l'accès à l'article 6, et c'est ce que je cherche à clarifier ou à expliquer. Donc, une vision qui a été élaborée et adoptée en avril 2023 de cette année et qui est structurée autour de 7 points. D'abord, le premier point, la Tunisie vise à promouvoir l'utilisation de l'article 6 en créant des capacités d'identification et de développement de projets. Ensuite, en ajustant la portée et les modalités de fonctionnement du Fonds de transition énergétique, ETF, et la Tunisie vise à ajuster la portée afin d'intégrer le soutien au projet de l'article 6 dans le secteur de l'énergie et des procédés industriels et permettre la transition énergétique en appuyant les parties prenantes au développement du projet de l'article 6. Ensuite, l'autre mesure, c'est de créer un équivalent au fonds de transition pour les autres secteurs, particulièrement les processus industriels à Fouloul, les déchets, afin de créer une continuité. L'autre côté de cette vision, c'est de mettre en œuvre des réglementations transparentes pour la propriété des réductions d'émissions. Ceci est très important pour les partenaires en Tunisie et en dehors de la Tunisie. Le principe général qui a été proposé, c'est de reconnaître la propriété aux promoteurs du projet. Ensuite, en raison des implications de l'ajustement, l'ADN tunisien annoncera de manière transparente les cas d'éventuelles retenues partielles des réductions d'émissions. Donc, le troisième point ouvrirait une indication transparente des sources et activités pour lesquelles les réductions d'émissions pourraient être développées via l'article 6, avec l'autorisation ou l'approbation du transfert en vertu de l'article 6. Les projets et les programmes connus comme faisant partie des mesures inconditionnelles sont exclus et ne peuvent pas faire l'objet d'un ajustement et seraient intégrés dans le cadre des objectifs nationaux. Les projets avec une rentabilité trop favorable ou sans contrainte d'investissement auraient peu de chances de franchir cette étape et sont un peu susceptibles d'obtenir l'autorisation. Sans l'accord, bien sûr, des bailleurs de fonds, il est peu probable que les projets reçoivent un financement substantiel dans le cadre des mécanismes de la Convention, par exemple le FEM ou le GCF, ou qui accèdent à des lignes de financement qui seraient autorisées ou approuvées et, dans ce cas, seraient exclus de l'obtention d'autorisation. Pour les mécanismes de retenue, qui seront annoncés de manière transparente, les niveaux de retenue pour les réductions d'émissions par type, secteur de projet, efficacité énergétique, renouvelable, cogénération, procédés, ont été proposés et dûment justifiés en avril dernier et les chiffres définitifs seront adoptés et communiqués dès la mise en place
du DENA. Les niveaux de retenue sont relativement limités puisque la Tunisie vise à encourager les promoteurs de projets à avoir recours à l'article 6. L'application pour entrer le cycle de projet. Donc, les candidatures dans le cycle du projet paieront des frais administratifs fixes initiaux avec des cotisations annuelles. Le cinquième point de la vision, les retenues sont utilisées de 4 manières. D'abord, elles peuvent être gelées à titre de disposition pour se prémunir contre les risques de non-réalisation. La Tunisie veut vraiment réaliser ses objectifs nationaux, comme mentionné dans les CDN, et ces quantités de retenue vont garantir que, contre tous les risques de non-réalisation des objectifs inconditionnels, ces retenues vont également être utilisées pour améliorer les objectifs nationaux. Les revenus devront être recyclés pour soutenir des activités d'atténuation supplémentaires. Et toute quantité de réduction comme partie des retenues serait utilisée pour soutenir d'autres activités d'atténuation. Elles seront également en partie utilisées pour soutenir le développement des capacités, les activités d'adaptation et de résilience, particulièrement pour les groupes vulnérables, pour remédier aux cas d'inégalité par rapport à l'impact du changement climatique, qui est l'une des préoccupations actuelles de la Tunisie. Le point 6, c'est le traitement fiscal des revenus. Il y a des recommandations qui ont été faites en avril dernier, comme tous les programmes contribuant à l'efficacité énergétique et à la préservation de l'environnement. Il a été recommandé que l'article 6 et les projets y afférents seraient exonérés de TVA. C'est le cas pour les activités d'exportation et également pour promouvoir les activités de projet de l'article 6, il a été recommandé d'accorder une exonération totale de l'impôt sur le revenu pour les 3 premières années d'activité de tout projet et un impôt maximum de 10% pour les années suivantes. C'est là l'une des recommandations qui ont été faites en avril dernier. Le dernier point de la vision est de promouvoir l'émergence d'un marché volontaire en Tunisie. Ceci n'a pas de lien avec l'article 6, mais couvrira plus les entreprises d'émission avec la Tunisie. La Tunisie promouvera le marché national de la compensation et les marchés volontaires internationaux qui n'impliquent pas d'ajustement. Donc, le point suivant concerne la gouvernance de l'article 6. La Tunisie veut créer un ADN pour l'article 6. Ceci impliquera 15 à 20 principales parties prenantes, y compris la société civile. Ça sera d'une manière similaire à celui établi pendant la période des CDM effectuée avec l'évaluation préliminaire des activités d'atténuation. L'ADN va également nécessiter des informations supplémentaires de la part des pétitionnaires et une décision favorable ou défavorable sera prise après 2 examens. L'unité de gestion par objectif, qui est représentée par M. Zmerli, qui est aujourd'hui avec nous, est une partie du secrétariat et visera à opérationnaliser les procédures
à préparer, à organiser le plan de travail, également transmettre les avis de la commission, de l'autorité publique chargée de prendre formellement les décisions sur les projets. Il sera également responsable de la gestion du guichet unique article 6 du ministère de l'Environnement sur son site web et vérifier la recevabilité des candidatures, publier les décisions prises sur le site Internet du ministère de l'Environnement et suivra les processus initiés par les projets, par exemple les consultations des parties prenantes et aussi fera la promotion de l'article 6 à travers des activités de communication et de capacitation. Le ministère de l'Environnement, comme étant la principale partie prenante dans ce système, prendra formellement les décisions d'autorisation et d'approbation. Donc, le ministère de l'Environnement, qui est le point focal pour le changement climatique et pour l'accord de Paris, et sera donc responsable d'envoyer des lettres officielles aux promoteurs de projets, également d'établir les conventions avec les pays, mettra en place et gérera les registres et sera en charge d'interagir avec les homologues dans le cadre de la Convention sur les questions liées à l'article 6.4 et 6.2. Et enfin, le ministère sera également très impliqué avec les autres secteurs, les autres ministères et la société civile et les syndicats pour promouvoir l'article 6 dans les secteurs respectifs de ces parties prenantes et prépareront également les intermédiaires financiers, par exemple pour le fonds de transition énergétique et sera également impliqué pour les règles fiscales pour gérer les revenus des retenues. Ensuite, je passe aux procédures, aux schémas de procédures qui ont été proposés en avril dernier. Donc, nous avons deux canaux en rapport avec l'article 6, 6.4 et 6.2, respectivement. La phase préliminaire, qui est la phase 1, durera environ 3 mois. Ensuite, la deuxième période sera de 1 mois pour l'article 6.4 et de 3 mois pour l'article 6.2. La durée totale de tout le processus sera d'environ 6 mois, y compris toutes les phases d'élaboration des propositions de projet et également les documents de conception d'activité. Donc, il y a une liste de critères qui a été élaborée pour aider à l'application du projet. Donc, 15 critères d'éligibilité et je voulais également vous rappeler qu'il y a 3 types de critères pour l'évaluation, critères d'éligibilité, critères de développement durable et critères d'éligibilité pour mes promoteurs du projet. En ce qui concerne les critères d'éligibilité du projet, ceux-ci sont utilisés pour évaluer si le projet peut être accepté et également considère les arguments qui appuient l'éligibilité d'un projet
Et ensuite, le ADD pourra permettre de remplir les différents éléments. Et ici, vous voyez des exemples des critères qui sont écrits en français. Par exemple, la contribution à la mise en œuvre de la CDN et d'autres exemples des critères d'éligibilité des projets. Ensuite, il y a 17 plutôt critères de développement critères avec 4 familles de critères environnemental, social, économique et stratégique. Et il y a des recommandations pour la pondération de ces critères. Nous avons également des exemples de ces critères, par exemple les critères environnementaux qui ont 35% de pondération dans le calcul, donc réduction des émissions, contribution à l'utilisation durable des ressources naturelles, à la réduction de la pollution, etc. Donc, également d'autres exemples de ces critères environnementaux qui seraient appliqués lors de l'examen des candidatures de projet. Le dernier point concerne les critères d'éligibilité pour les porteurs de projets et il s'agit d'évaluer l'éligibilité des parties publiques ou privées qui peuvent également être des institutions publiques. Donc, les critères comprennent la capacité technique et financière, légale également, pour réaliser les projets prévus et particulièrement pour les projets de l'article 6.2. Il faut également apporter une garantie pour financer la remise en état en fin de vie ou en cas de défaillance. Il y a également une déclaration sur l'honneur qui doit être soumise pour déclarer que le porteur de projet n'est pas en faillite ou n'est pas soumis à une insolvabilité ou à une liquidation judiciaire. Donc ici, c'était voilà les 3 différents types de critères d'éligibilité qui seraient appliqués pour les articles 6.2 et 6.4. Donc, je présente très rapidement une feuille de route pour la mise en œuvre de l'article 6. Comme vous le savez probablement, il y a plusieurs consultations entre les parties prenantes pour établir le cadre institutionnel et organisationnel. La deuxième étape a commencé avec des consultations sur les dispositions fiscales et de retenue à la source, comme mentionné. Le troisième point dans la feuille de route, c'est le développement du portefeuille de projets éligibles. Le quatrième point, c'est le développement des systèmes de monitoring, qui est une condition très importante pour la mise en œuvre des projets de l'article 6. Et en dernier, l'engagement des parties prenantes et le renforcement des capacités pour permettre le développement de ce marché de l'article 6. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que cette présentation était utile et claire. Merci beaucoup.